Madame, Monsieur, bonsoir. Quelques heures nous séparent de l'annonce du chef du gouvernement du plan de déconfinement progressif. Et en attendant une lecture de cette annonce, en sachant plutôt que l'état d'urgence sanitaire sera lui prolongé d'un mois supplémentaire jusqu'au 10 juillet, nous continuons dans Questions Écho à répondre à vos interrogations et prospecter les pistes de sortie de crise, toutes filières confondues. Beaucoup d'entreprises ont repris leur activité avec tout ce que cela nécessite comme mesures sanitaires. Mercredi dernier, sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la CGEM avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur ont lancé une large campagne de dépistage Covid-19 en entreprise. On en parle avec le président du groupement interprofessionnel de prévention et de sécurité, Mohamed Fikret, qui nous dévoilera également les missions et ambitions du projet de l'Observatoire marocain de risque. Et si de grandes entreprises sont mises à mal par la crise liée à la pandémie, que dire des coopératives? Hier au Parlement, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale a présenté un plan pour faire face aux effets de la crise sur les différents départements qu'elle dirige, dont celui des coopératives justement. Nadia Ftah Alaoui a précisé qu'une initiative baptisée Solidaire avec les coopératives a été lancée pour commercialiser les produits de ces coopératives durant cette période exceptionnelle. Cette initiative est en partenariat avec des acteurs de la société civile mais aussi du secteur privé. Pour quels résultats concrètement et quelles sont les initiatives instigées par l'Office du développement de la coopération pour aider les 4% de la population active qui vit de ce secteur des coopératives? Nous en discutons avec le directeur de l'Office, Youssef Housni. Rappelons dans la foulée que le secteur coopératif marocain compte plus de 27 000 coopératives dont 35% sont des structures féminines. Restez avec nous. Histoire de planter le décor, je vous laisse avec ce papier de Souheil Jalil qui revient sur les mesures de sécurité sanitaire dans les entreprises marocaines. Regardez. Pour enrayer la pandémie dans le royaume, la CGEM, sur haute instruction du souverain, a été chargée de coordonner en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Intérieur une très large campagne de dépistage du Covid-19 auprès des employés du secteur privé. Un dépistage massif afin de détecter tout cas d'infection et d'éviter des foyers en milieu professionnel et familiaux. De son côté, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration a lui aussi publié un guide pratique pour la gestion de la phase post-état d'urgence sanitaire, anticipant un retour progressif des fonctionnaires sur leur lieu de travail. Le document, également disponible sur le site du ministère, prévoit une série de mesures et de procédures. C'est ainsi que sur le plan de l'organisation du travail, le ministère recommande la mise en place d'un système de gouvernance, un plan comportant 6 axes majeurs. Il s'agit de la création d'un comité interne et de groupes de travail, la définition des missions et des services prioritaires, ainsi que la mise en place d'un plan d'action pour les activer. La tutelle recommande également la définition des mécanismes adéquats pour le travail, l'exécution du programme d'action, de suivi et d'évaluation, ainsi que l'actualisation de ces programmes selon le développement de la situation sanitaire. Et enfin, le guide vise pareillement à renforcer le contrôle du respect des mesures de santé et de sécurité par les fonctionnaires et les usagers, à organiser les espaces d'accueil en adoptant un système de prise de rendez-vous à travers les centres d'appel et d'orientation des administrations publiques, et d'assurer l'offre d'un maximum de services en ligne. Depuis Casablanca par Skype, Mohamed Fikret, président du groupement interprofessionnel de prévention et de sécurité. Bonsoir Mohamed Fikret. Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle par ailleurs que vous êtes également président de l'association de la zone industrielle de Ain Sebaa, plus communément appelée l'ASIAN. Alors, quelle est votre vision de la vie en entreprise après cette crise de la Covid-19? Cette crise que nous avons tous vécue, selon nos positionnements, qu'on soit citoyen, entreprise ou bien aussi fonctionnaire, pour moi c'est une source d'enseignement et de leçons. C'est une très grande expérience, mais qui nous a permis aussi de nous découvrir nous-mêmes, en tant que Marocains, découvrir nos potentialités, nos forces, mais aussi être plus conscient de nos faiblesses. Et souvent, je partage autour de moi l'idée qu'il faut l'avoir comme une épreuve qui va muscler notre pays au sens large, la manière de fonctionner à l'intérieur des entreprises, la manière aussi d'interagir
avec les organes de l'État que je salue au passage. Nous avons vu qu'il y avait, alhamdoulilah, une gestion efficace de la part des différentes autorités, l'intérieur, la santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, sous les hautes directives de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et cette expérience, bien qu'il soit éprouvant, bien qu'il soit parfois difficile, bien qu'il soit aussi parfois douloureuse pour certaines entreprises, mais c'est une source d'innovation et c'est une accélération de plusieurs domaines, à leur tête l'innovation, mais aussi la culture de la gestion du risque. C'est ça ce que nous essayons de promouvoir au sein du GIPSI que je préside. Nous essayons d'instaurer une culture de santé, sécurité au travail au sein des entreprises pour bien sûr protéger le capital humain et protéger aussi les actifs. Très bien. Et instaurer une bonne approche par rapport à la gestion globale des risques. Justement, par rapport à cette gestion des risques, il y a cette campagne de dépistage massif auprès du secteur privé qui a été entamée il y a quelques jours. D'abord, cela concerne qui? Est-ce que cela concerne simplement les entreprises qui reprennent leurs activités ou plutôt les entreprises qui ont repris avant cette annonce sont également concernées par cette campagne de dépistage? C'est une campagne, telle que je l'ai compris, à travers les médias et à travers aussi les hautes instructions de Sa Majesté. C'est une campagne qui est exhaustive et qui concernera l'ensemble des entreprises qui travaillent déjà ou qui vont reprendre. Et pour moi, c'est une campagne qui vise à sécuriser le fonctionnement, à protéger les collaborateurs, les collaboratrices et par voie de conséquence les entreprises, mais également tout leur écosystème, que ce soit les membres des familles du personnel de ces entreprises, leurs clients, leurs partenaires. Et je pense que c'est une démarche qui est très sage et qui est saine. Et il faut la voir en tant que telle. C'est plutôt pour renforcer la confiance et pour reprendre de manière sereine avec un respect complet des dispositions sanitaires. Au niveau du groupement interprofessionnel de prévention et de sécurité, est-ce que vous avez eu peut-être des doléances d'entreprise, notamment en ce qui concerne le coût de cette campagne de dépistage? C'est vrai, il y a quelques questionnements, quelques interrogations ici et là, mais je pense que nous sommes au début de cette campagne, qui est une campagne qui est lourde, puisqu'elle est massive, elle va toucher énormément d'entreprises. Je sais que la CGM a mis en place une plateforme digitale qui permet aux entreprises d'inscrire leur personnel. Et à ma connaissance, jusqu'à hier, il y a 250 000 personnes qui sont déjà inscrites. Et cette plateforme, elle est partagée en temps réel avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé pour mieux programmer et planifier cette campagne qui est large et qui touche toutes les entreprises dans le royaume. Et comme toute opération de cette ampleur-là, il y a au départ peut-être quelques questionnements, quelques hésitations, mais j'invite toutes les entreprises à s'engager, à se mobiliser, parce que c'est pour l'intérêt de leur capital humain, c'est pour l'intérêt aussi de l'économie nationale et pour notre propre société. Mais combien cela coûtera? Justement, combien coûtera cela à l'entreprise? Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que c'est le ministère de la Santé qui gère cet aspect-là. Mais le plus important, c'est de l'entamer et de la réussir, au-delà du coût. Parce que la sécurité ou la maîtrise du risque, ça n'a pas de coût. Donc, le plus important, c'est de préserver la santé des entreprises, de leur personnel, et surtout reprendre dans des conditions sereines de fonctionnement. Le coût, je pense, c'est un détail qui sera certainement réglé dans les jours qui viennent. Très bien. Alors, outre cette campagne de dépistage, quelle sécurité pour la phase de reprise? Outre ces tests, bien sûr, de dépistage de la Covid, est-ce qu'il y a d'autres mesures pour l'après-Covid?
Covid, justement, pour que ces entreprises puissent reprendre une activité, j'ai envie de dire, quasi normale? Je pense les dispositions qui ont été déjà largement diffusées, je pense suivies de manière générale, doivent être poursuivies parce qu'on n'est pas encore sorti de la zone de danger. Nous sommes toujours peut-être nous serons toujours peut-être soumis à peut-être des reprises ou d'autres éléments, mais je ne suis pas compétent pour en parler. Mais d'après ce que j'entends ici et là, en discutant avec particulièrement le personnel du ministère de la Santé, certains experts, ce qu'on lit dans les médias, et ça nous impose de la précaution. La précaution, elle est très simple. Il y a 3 grandes règles que nous devons tous respecter. Il y a bien sûr la distanciation sociale, il y a le port du masque quand on est avec d'autres personnes dans un lieu où on ne peut pas respecter la distance de 1,50 m. Il y a également la désinfection, se laver les mains, c'est des gestes extrêmement simples. Et je pense que ce sont de bons réflexes qui ont permis jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, d'obtenir les résultats que nous avons avec une efficacité au sein des entreprises. Ce que vous aviez vu avec les milliers de tests qui sont conduits, je pense jusqu'à hier, il y a presque 14 000 ou 14 500 14 000, tests. absolument. Et qui n'ont révélé que 3 cas positifs. Et ça, c'est un résultat qu'il faut souligner et qu'il faut continuer. Il ne peut pas être obtenu et préservé s'il n'y a pas le respect de ces dispositions de manière stricte et cette discipline. Je pense de manière générale, les citoyens et particulièrement le personnel des entreprises est parfaitement conscient de cela. Et si on continue sur cette pratique, cette précaution, et particulièrement une gestion de la santé, de la sécurité au travail de manière permanente, nous pourrons dépasser cette phase-là et pourquoi pas garder les bons réflexes. Et par rapport aux bons réflexes, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce que nous avions vécu à l'intérieur des entreprises. Nous avons découvert les bienfaits de l'agilité dans l'organisation, les bienfaits aussi de la solidarité intra-entreprise, inter-entreprise, entre les entreprises et l'État. Et c'est spectaculaire ce que nous avions vécu. Il nous montre tous les ressorts que nous n'avons pas eu l'occasion de libérer. Et je pense que ça nous rend très optimistes par rapport à l'après-Covid, même si nous aurions à traverser des périodes un peu délicates par rapport à l'économie. Parlons présent, ou plutôt parlons avenir à présent, Mohamed Fikret, et notamment de ce projet d'observatoire marocain de risque. De quoi s'agit-il ? Alors, si vous voulez, au sein du GIPSI, nous avons 5 projets que nous avons mis en place. Il y a un projet qui est extrêmement important, que j'aimerais aussi décrire. C'est une mutualisation de la médecine du travail et aussi de la gestion des risques de manière générale par le coup d'envoi d'un premier service interentreprise qui a pour ambition de servir les TPE et les PME dans la zone de Ainsberg. Et c'est une collaboration, un partenariat entre ASEAN, GIPSI, mais aussi le croissant marocain. Et l'idée, c'est d'équiper ce service inter-entreprise par ce qu'il faut côté médical, par un médecin de travail, par aussi un ingénieur HCE, hygiène, sécurité et environnement. Et je pense que c'est une expérience originale qui va nous aider à accompagner les entreprises, particulièrement les entreprises qui n'ont pas la possibilité de loger en leur sein un service médical ou un médecin de travail. Nous avons aussi 2 autres ou 3 autres projets, l'un sur la qualification des installations, des installateurs de tout ce qui est lutte anti-incendie. Nous avons aussi une coopération forte avec la Fédération marocaine de conseil et d'ingénierie dans le domaine de la sécurité et la gestion des risques. Et avec le monde académique, nous avons lancé l'idée d'un observatoire sur les risques qui permet de mieux éclairer les entreprises pour qu'ils orientent comme il se doit leurs actions dans le domaine de la gestion globale des risques.
Rapidement, Mohamed Fikrat, si vous le permettez, nous allons prendre une ou deux questions, cela dépendra du temps, de nos internautes, et notamment celle-ci de Youssef via Facebook. Le coût des mesures sanitaires n'entamera-t-il pas la compétitivité de certaines entreprises en augmentant les coûts de production? Je pense c'est vrai, il y a un coût, mais il ne faut pas le voir en tant que coût. C'est son absence qui rendrait peut-être l'activité non sécuritaire, voire impossible. Et il faut le voir plutôt comme un investissement. Et ce coût n'est pas très élevé, puisque moi-même, je suis président, directeur général d'une entreprise dans l'agroalimentaire, et c'est pas très important par rapport aux autres coûts habituels, et surtout, l'absence de ces dispositions ne nous permettrait pas de fonctionner dans des conditions saines et sécuritaires pour l'ensemble de notre capital humain et pour nos partenaires. Merci beaucoup, Mohamed Fikrat, président du groupement interprofessionnel de prévention et de sécurité, d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Merci. Merci à vous. Voilà, nous passons tout de suite à la deuxième partie de Questions Écho. Merci de rester avec nous. Nous passons à présent au volet coopérative. Quel soutien apporter aux coopératives nationales pour faire face aux effets négatifs liés à la pandémie? C'est un papier signé Sohail Jalil. Face à la pandémie du Covid-19 qui impacte durement l'économie sociale, l'Office du développement de la coopération, l'ODECO, a initié une formation sur le digital au profit de 820 coopératives. Tout comme les autres entreprises, notamment les TPME, les coopératives ont été impactées par la crise. Pour relancer ces structures, la solution pourrait alors bien venir du digital et du commerce électronique. C'est ce à quoi a réfléchi la cellule de veille mise en place depuis le déclenchement de la crise sanitaire sur instruction du ministère de tutelle. Ainsi, 250 spécialistes, comprenant des personnes morales, physiques, des MRE et des associations, ont été mis à contribution pour aider les coopératives dans le digital et le e-commerce. Aussi, à travers son site web, l'Office a d'abord diffusé l'ensemble des spots et capsules informationnelles sur les mesures prises par le gouvernement, puis, pour aider les coopératives à développer leur identité visuelle, l'Office a lancé un appel à l'aide auprès de volontaires marocains disposant de compétences en matière de marketing et d'infographie pour encourager un branding de ces coopératives. La troisième étape, elle, consiste à aider ces coopératives à survivre en changeant de modèle de commercialisation. Dans ce sens, l'ODECO a été approché par des spécialistes pour créer plusieurs plateformes de commercialisation. Et enfin, rappelons qu'actuellement le Maroc compte plus de 27 000 coopératives, dont la plupart sont agricoles. Et pour commenter tout cela, nous joignons depuis Rabat par Skype Youssef Hosni, directeur de l'Office de développement de la coopération. Bonsoir Youssef Hosni. Bonsoir. Le secteur des coopératives est largement dominé par les coopératives agricoles. En plus de la crise de la Covid, la pluie n'a pas vraiment été au rendez-vous cette année. Quel soutien pour ces coopératives agricoles concrètement? Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Le secteur coopératif, à l'instar des autres entreprises TPE, PME, a été impacté négativement par cette crise qui est survenue subitement, à laquelle on n'était pas préparé. Donc l'ensemble des coopératives ont été impactées, mais cet impact différencié d'une activité à une autre. Le secteur agricole était le secteur le moins impacté par la crise par rapport aux autres activités, les coopératives notamment, les coopératives d'artisanat et de tourisme qui ont été impactées beaucoup plus fortement. Le secteur agricole a été moins impacté, mais au sein du secteur agricole, les coopératives de produits alimentaires ont été moins impactées aussi que les coopératives, par exemple, de production du miel ou du lait, dans la mesure où les producteurs de miel n'étaient pas préparés, ils ne pouvaient pas transporter leurs ruches, etc. Et donc, ils ont été impactés effectivement par cette crise. Ajouté à cela, le problème de sécheresse qui survient.
Alors justement, vous avez évoqué les coopératives du secteur du tourisme hier au Parlement. Nadia Ftahalaoui, la ministre de tutelle, a fait référence à une initiative baptisée Solidaire avec les coopératives. Quels sont les résultats escomptés et est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà été atteints ? Effectivement, donc l'impact de cette crise, il a porté sur la production, sur la commercialisation, sur le financement. La production, il a baissé, voire même été arrêté, faute de possibilités d'approvisionnement en matières premières, la limitation de la mobilité et des regroupements, des adhérents des coopératives pour produire. La commercialisation a été impactée aussi compte tenu des faits de la baisse de la demande et de l'annulation des principaux salons régionaux qui constituent une occasion d'or pour commercialiser les produits des coopératives. Donc pour faire face à cette situation, nous avons pensé à des solutions rapides en concertation avec les coopératives dans la mesure où nous avons instauré cette cellule de veille dont vous avez parlé dans votre commentaire sur instruction de Mme Nadia Ftah, ministre du Tourisme, d'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Et nous avons pensé à des solutions, à savoir l'encouragement de la vente des produits solidaires en partenariat avec la société civile et le secteur privé qui a financé gracieusement des paniers solidaires approvisionnés 100% auprès d'une cinquantaine de coopératives pour livrer plus de 4000 sacs solidaires aux familles nécessiteuses dans la région de Casablanca et dans la région d'Agadir. Bien évidemment, nous avons travaillé avec l'association Maroc Impact et la fondation Smart. Cette action, cette initiative solidaire avec le coopérative nous a permis de répondre au problème de commercialisation d'un certain nombre de coopératives qui étaient prédisposées à commercialiser ces produits au niveau du salon d'agriculture, le SIAM de Meknès, qui a été annulé à la dernière minute. Mais ce n'est qu'une solution ponctuelle, à une réponse à une problématique ponctuelle. Au-delà de ces solutions ponctuelles, nous avons pensé à des solutions beaucoup plus structurantes. C'est de s'orienter vers le digital, comme vous l'avez dit. Et dans ce sens, nous avons lancé cette initiative, cet appel d'aide auprès des volontaires marocains. Ceci en profitant de l'esprit de solidarité dont ont fait preuve les Marocains suite à la décision de Sa Majesté le Roi Dieu le glorifié de créer le fonds Covid-19. Et nous avons constater une solidarité entre les Marocains et dans ce sens, nous avons lancé cette initiative auprès des volontaires qui ont accompagné des coopératives dans l'élaboration de leur identité visuelle et beaucoup plus dans la mise en place d'une stratégie marketing parce que propre à elle, c'est une sorte de branding individuel. Ce que vous dites en fait, c'est la société civile qui s'est mobilisée justement pour aider ces coopératives à avoir une visibilité 2.0. Oui, pas seulement la société civile. Quand on a lancé l'appel d'aide, on a enregistré plus de 300 volontaires marocains, soit sous forme de personnes morales ou physiques. C'était des agences de com, des associations, des écoles qui ont apporté l'aide nécessaire aux coopératives. Mais quand on parle de la digitalisation, justement, de la vente, de la commercialisation de ces produits de coopératives, de combien de coopératives parle-t-on, sachant que le Maroc compte des dizaines de milliers de coopératives? Oui, 27 000. Bon, exactement. Bon, le digital s'est imposé lui-même par la force des choses durant cette crise. Les coopératives n'avaient pas de possibilité de commercialiser leurs produits, surtout qui s'étaient préparés au salon, etc. Il faut dire qu'on était conscient, bien avant la crise, de la nécessité d'orienter les coopératives vers le commerce électronique. Et dans ce sens, nous avons encouragé la création des coopératives de commerce électronique. On en compte 9 coopératives à l'échelle nationale. Mais on s'est heurté à beaucoup de réticences de la part des coopératives dans la mesure où on ne disposait pas des compétences nécessaires. Avec la crise, ces réticences se sont dissipées. Bien évidemment, il a fallu les accompagner. Avec cette initiative que nous avons lancée, si je vous donne un exemple, il y avait une coopérative de commerce électronique qui a commencé bien avant la crise, qui ne comptait que 30 coopératives enregistrées sur leur site électronique.
Actuellement, on est à plus de 1012 coopératives qui se sont inscrites dans cette plateforme électronique et ces coopératives disposent d'un espace dédié pour commercialiser leurs produits. Très bien. Youssef Housni, où en est la loi cadre relative à l'économie sociale et solidaire? Donc, la loi cadre relative à l'économie sociale et solidaire, elle a été élaborée par le ministère, envoyée au SGG pour prendre son circuit normal d'approbation. Et c'est une loi fondamentale pour l'économie sociale et solidaire. Cela va de soi. Si vous le permettez, on va finir avec les questions des internautes, notamment celle-ci. L'économie solidaire étant encore dans un stade embryonnaire, ne risque-t-elle pas de sombrer à cause de cette crise? Non, pas du tout. Il faut dire que le tissu coopératif et l'esprit coopératif a toujours été renforcé à la suite des crises ou des déséquilibres économiques et financiers. C'est au moment des crises qu'on se rend compte de la nécessité de s'entraider, de mutualiser nos efforts pour faire face aux crises. C'est pour cela que le tissu coopératif a toujours démontré sa capacité de résilience face aux différentes crises, dans la mesure où le modèle économique des coopératives est basé sur l'humain en tant que producteur qui apporte une production et pas forcément sur le capital qui n'est qu'un moyen dans le cadre des coopératives. Donc, pour nous, les coopératives constitueront la meilleure forme possible d'intégration des travailleurs et producteurs marocains qui exercent dans l'informel et que nous avons recensés, qui sont nombreux, suite, comme vous l'avez constaté, dans le cadre des mesures entreprises par le comité de veille économique. Pour nous, la coopérative constitue le meilleur moyen d'organiser ces travailleurs et producteurs dans un cadre formel, légal, organisé et reconnu qui est la coopérative. Donc, on s'attend à plus de coopératives après la crise qu'avant. Surtout ce pouvoir d'adaptation qu'elles ont démontré, notamment celles qui se sont mises à fabriquer des masques et autres bavettes de protection. Merci beaucoup. Exactement. Youssef Housni, directeur de l'Office de développement de la coopération. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, merci madame. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain soir à 21h, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de Questions Écho. D'ici là, interagissez avec nous via le hashtag Questions Écho et prenez bien soin de vous.